Bien, tout le monde a pris place. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette audition qui maintenant devient régulière dans notre commission. Nous l'avions sollicité il y a tout juste un mois, au moment où les pêcheurs réunis à Nice pour leurs assises annuelles clamaient leur inquiétude, n'hésitant pas à dénoncer une trahison du gouvernement après la fin annoncée de l'aide au carburant. Au 15 octobre dernier, devaient en effet cesser les aides à la trésorerie de 20 centimes par litre. Alain Cadec nous l'a rappelé la semaine dernière, consenties aux pêcheurs pour les aider à faire face à la flambée du prix du gazole après l'invasion russe de l'Ukraine. La filière halieutique voyait dans l'interruption de ces aides reconduites depuis 18 mois à plusieurs reprises pour un montant total de 75 millions d'euros, un cataclysme qui aurait précipité sa fin. Il est vrai que la flotte française, troisième de l'Union européenne derrière celle de l'Espagne et du Danemark, apparaît très fragile, éprouvée par une succession de crises, le Covid, Brexit, impact de la guerre en Ukraine. Le nombre de navires a diminué de plus d'un quart en 20 ans. Nombre d'entre eux sont vieillissants, sans parler des marins, dont près de la moitié partiront à la retraite d'ici 5 à 10 ans, et dont la situation sociale est tendue. En effet, la rémunération des marins se réduit à mesure que le prix du gazole augmente. Vous expliquiez alors ne plus pouvoir prolonger ces aides au gazole en raison de l'expiration du régime européen qui les autorisait. Et vous annonciez un plan de transition énergétique des navires de pêche avec à court terme une réduction de 13 centimes par litre financée par Total Énergie et censée compenser la fin de la remise de 20 centimes. Ce plan n'a pas apaisé les pêcheurs qui vous ont défié en appelant au président de la République. Vous avez depuis fait marche arrière et annoncé il y a 2 semaines que l'aide serait finalement prolongée jusqu'au 4 décembre. Pourquoi ce revirement ? Pouvez-vous nous assurer que l'aide au gazole sera prolongée aussi longtemps que durera la guerre en Ukraine et que les prix du gazole demeurent bien sûr élevés ? Vous avez en parallèle pris l'engagement de poursuivre la mobilisation au niveau européen afin que l'encadrement temporaire de la crise de la Commission européenne, qui autorise jusqu'à fin décembre le versement de cette aide, soit prolongé en 2024 et associé à un relèvement des plafonds. Vous avez rencontré avant-hier le commissaire européen à Luxembourg, où vous participiez à un conseil pêche. Avez-vous obtenu de sa part les garanties à ce sujet ? Nous restons inquiets. La pêche, vous le savez, c'est toute une filière. 3 hommes à terre pour un homme en mer. C'est une filière d'avenir pour l'économie, pour l'environnement et pour la souveraineté alimentaire de la France, alors que nous importons déjà plus de 75% du poisson consommé dans notre pays. Elle façonne nos paysages, nos cultures, l'identité des populations côtières. Pourtant, entre l'absolutisme de la Commission européenne autour des aires marines protégées, les projets d'éolien offshore, les menaces sur les quotas de pêche dans les eaux anglaises en 2026, les préoccupations s'accumulent. Nous sommes aussi préoccupés de savoir que la réserve d'ajustement au Brexit, pour laquelle nous avions bataillé en soutien à nos pêcheurs, est loin d'être consommée. Dans un rapport de juin dernier, la Cour des comptes dénonçait l'organisation défaillante et la faible mobilisation des administrations françaises pour consommer ces fonds. Nous attendons de votre part un bilan du bénéfice que la pêche aura pu en tirer d'ici la date limite qui est au 31 décembre 2023, car il ne serait pas acceptable que cette enveloppe soit largement redéployée vers d'autres objectifs, comme on nous l'a laissé entendre. Vous comprendrez bien dans ce contexte que nous tenions à vous entendre aujourd'hui sur l'ensemble de ces points et plus généralement sur votre vision de la filière pêche et de la stratégie pour assurer son avenir. Je vous cède la parole, Monsieur le Ministre. Après, nous aurons un temps de questions-réponses avec nos collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. En effet, ça devient une belle tradition, ou en tout cas un rendez-vous régulier qui permet, au-delà des questions urgentes et des questions qui animent, si ce n'est qui agitent parfois vos territoires, nos territoires, permet aussi de réfléchir sur le long terme. Parce que je crois que ce que nous devons porter ensemble, ce sont des politiques de long terme pour nos pêcheurs, pour nos territoires et notamment pour les plus jeunes, pour assurer à la fois la souveraineté alimentaire de notre pays et en même temps la protection de la biodiversité, la protection de la ressource. Donc moi je reviendrai, 10 minutes si je ne m'abuse, Monsieur le Président,
Je vais essayer de faire le plus court possible pour laisser la place à toutes les questions, parce que je crois que c'est ce qui est le plus intéressant. Mais peut-être revenir sur 3 sujets. 1, d'abord les questions d'urgence, notamment la question de l'aide carburant. 2, ce que nous avons engagé aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur des réformes structurelles et ce qu'on est en train de mener avec la filière, avec les territoires, pour faire en sorte de ne pas se retrouver. Et moi, je souhaite vraiment qu'on arrête d'avoir cette gestion des pêches qui passe d'un plan de sortie de flotte à des aides carburant, parce que ce n'est pas souhaitable. Et ce n'est pas durable sur le long terme. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir une gestion de la pêche qui soit une gestion pérenne et qui s'appuie notamment aussi sur des mécanismes de solidarité au sein de la filière, comme il en existe dans d'autres filières. Et puis, je reviendrai sur les quelques échéances de long terme, notamment la préparation de l'accord avec la Grande-Bretagne ou encore la nécessité, dans le cadre des élections européennes qui arrivent, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, de faire évoluer la politique commune des pêches pour faire en sorte de garantir notre souveraineté alimentaire quand on sait qu'on importe 80% des produits de la mer. D'abord, sur la première question, la question des aides carburant. D'abord, vous dire, Monsieur le Président, que ce n'était pas un revirement. Ce n'est pas un revirement. C'est un exercice, et je crois que ce que nous devons à nos pêcheurs, quand je suis allé aux assises de la pêche, c'était un exercice de vérité, de transparence et de lucidité. Je leur ai indiqué qu'au stade, à l'heure où je leur parlais, il n'était pas possible de prolonger l'aide carburant. Non pas parce que la France ne le souhaitait pas, mais parce que le cadre européen ne le permettait pas. Et donc, pourquoi je l'ai indiqué? Parce qu'il fallait se préparer pour, justement, avoir des mécanismes alternatifs qui permettent de ne pas se retrouver dans une impasse. Mais dès le mois d'août, mes services, le ministère de la Mer et puis, bien évidemment, le gouvernement français avaient fait une demande de prolongation, voyant que le coût du carburant, par rapport à ce qu'il était 2 mois avant, avait augmenté. On était passé de 50 centimes à peu près quasiment 95 centimes. Mais moi, je le fais depuis le début, comme on l'a fait sur les aires marines protégées, comme on le fait sur le plan d'accompagnement individuel. Je dis les choses en vérité, en transparence. Et en vérité, en transparence, c'est que je ne pouvais pas dire en septembre que c'était garanti qu'il y allait avoir une prolongation des aides carburant et donc il fallait qu'on se prépare. Et ça a fonctionné. Ça a permis notamment d'avoir des mécanismes de solidarité avec un engagement volontaire de la part de Total pour, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour avoir une diminution à la pompe de 13 centimes. Ça a permis d'accélérer le travail sur le contrat stratégique de filière. Et donc je crois que cet exercice, et vous êtes les premiers aussi porteurs et dépositaires de ça, il faut dire les choses aux pêcheurs en toute transparence pour ne pas les laisser dans une situation d'impasse et pour ne pas se retrouver au pied du mur. Et donc, sur la question de l'aide carburant, je l'ai eu l'occasion de le dire à l'excellent sénateur Cadec la semaine dernière, l'aide apportée par la France et par le gouvernement français n'a ni précédent ni équivalent dans l'Union européenne. C'est 75 millions d'euros. C'est grâce à l'action de la France et à la demande de la Première ministre et du Président de la République que nous avons prolongé par 4 fois l'aide carburant, que le seuil qui était de 30 000 euros est passé à 330 000 euros, 330 000 euros, c'est plus que dans d'autres secteurs. Et puis surtout, nous avons fait en sorte qu'on ne laisse personne de côté, notamment les pêcheurs artisanaux, et faire en sorte que partout dans nos territoires, ils puissent sortir en mer. Tout ça, ça ajoute bien évidemment à ce que depuis le début de la crise, nous mettons également dans la filière, c'est plus de 230 millions d'euros, que ce soit sur des arrêts temporaires, sur la sole ou encore sur le plan de gestion Westmed. Donc ça, c'était la première urgence, l'aide carburant. Et donc, bien évidemment, je l'ai indiqué il y a de cela 2 semaines, nous avons prolongé l'aide carburant jusqu'au 4 décembre, donc ce qui permettra de laisser personne dans l'impasse au 15 octobre. Et nous avons d'ores et déjà fait la demande à la Commission européenne de pouvoir prolonger jusqu'en 2024, car comme vous l'avez dit, les prix restent élevés. Mais tout ça, encore une fois, en toute transparence et en lucidité, je ne peux pas vous garantir que ad vitam aeternam, il y aura. Et d'ailleurs, la discussion que nous devons avoir, c'est de faire en sorte de ne pas se retrouver dans une situation où nous dépendons totalement d'une décision de la Commission européenne et qu'il faut avoir des mécanismes de couverture du carburant, car toutes les grandes crises de la pêche sont des crises du carburant. Et donc, il faut avoir des mécanismes qui permettent de se couvrir et de ne pas être aussi vulnérable, sachant en plus que nous ne produisons pas de pétrole et donc on est très dépendant de la volatilité des marchés extérieurs. La deuxième urgence, vous le savez, c'était le plan d'accompagnement individuel ou plan de sortie de flotte. J'avais pris devant vous 3 engagements. 1, ce plan d'accompagnement individuel, il devait maintenir les équilibres géographiques. En gros, il ne fallait pas qu'il y ait un nombre conséquent de navires détruits dans un territoire qui fait qu'il se retrouve dans une situation où la viabilité
du secteur de la pêche se retrouvent fondamentalement touchés. 2, nous avions souhaité, nous y avons pris l'engagement que 100% des licences Brexit soient rendues, ce qui est la première fois dans l'histoire des plans de sortie de flotte. C'est-à-dire que là, nous avons la certitude que toutes les licences Brexit qui étaient attachées à des navires qui ont été détruits ont été rendues, ce qui permet de maintenir nos capacités à produire. C'est un engagement que j'avais pris, il a été tenu. Et puis, le troisième engagement, c'était celui de préserver aussi l'aval de la filière. Et donc, grâce au combat que nous avons mené, je voulais vraiment remercier aussi les services du ministère parce que ça fait plus de 8 mois qu'ils travaillent sur le sujet auprès de la Commission. Nous avons réussi aussi à avoir un plan d'accompagnement notamment des marailleurs. Nous avons rehaussé le plafond qui était de 30 000 en le portant à 200 000 €. Et donc, nous allons mettre en œuvre un plan de soutien des marailleurs. Et je sais que c'est très important dans vos territoires, qui permettra d'accompagner à hauteur de 12 millions d'euros ce secteur qui est vital, puisque s'il n'y a pas de marailleurs, c'est très compliqué ensuite d'avoir ces produits très bons et magnifiques transformés dans nos étals. Et donc, la dernière urgence qui est devant nous, donc la première c'est aide carburant, la deuxième c'était l'accompagnement de ce plan de sortie de flotte. La troisième urgence qui est devant nous, c'est celle bien évidemment de la négociation TAC et quota de la fin d'année. Alors là aussi, je vais le dire en toute transparence et en toute vérité, elle va être très compliquée. Très compliquée, à part peut-être sur la partie manche où ce sera un peu moins simple, un peu plus simple. Toutes les autres espèces, tous les autres secteurs géographiques sont dans une situation où c'est une baisse significative, voire drastique. La raison étant que, selon le conseil scientifique, il y a une baisse du stock, qui ne veut pas dire que c'est dû aux pêcheurs, principalement. Ça peut être aussi d'autres facteurs. Mais force est de constater qu'il y a une baisse de la ressource, et donc ça va avoir un impact sur nos pêcheries et sur notre secteur de manière très forte. Comme l'année dernière, bien évidemment, je vais me battre pour à la fois défendre la souveraineté alimentaire de la France et défendre tous nos territoires, parce qu'il ne s'agit pas de favoriser Paul au détriment de Jacques. Et donc on va le faire avec 3 approches, ou en tout cas 3 principes qui me guident et qui nous ont guidés l'année dernière et qui nous ont permis là aussi d'avoir un résultat plutôt positif l'année dernière. C'est 1, se baser bien évidemment sur la science et reconnaître les efforts qui ont été réalisés par nos pêcheurs. 2, adapter tout ça au territoire, parce que la réalité de la Méditerranée n'est pas exactement la même que celle du golfe de Gascogne. Et 3, prendre en compte un des piliers essentiels de la politique commune des pêches, qui est la viabilité économique de nos entreprises. Et on doit bien prendre en compte le fait que si jamais nous sommes dans une situation où il y a une grande partie de nos entreprises de pêche qui s'effondrent, c'est notre capacité à maintenir de la souveraineté alimentaire sur le long terme qui s'en trouve affectée, sachant en plus que, dans le même temps, nous n'avons pas mis en place des clauses miroirs au niveau européen qui nous empêcheraient d'importer des produits qui n'ont pas les mêmes standards environnementaux et sociaux. Donc ce serait une forme de folie à la fois commerciale, environnementale et sociale. Et donc, j'ai rencontré cette semaine, mon homologue belge, néerlandais aussi, sur ces 3 piliers. On part de la science, on prend en compte la viabilité économique des entreprises comme l'un des piliers fondamentaux de la PCP et on adapte ce que l'on fait au territoire. C'est ce qui nous permettra, je le crois, en tout cas c'est ce que nous allons porter, et bien d'avoir un résultat qui soit peut-être moins négatif que ce qui est envisagé à l'heure actuelle. Et vous pouvez compter sur moi, bien évidemment, pour me battre pour tous nos territoires. Tout ça renforce ma conviction, on l'a déjà partagé, je sais qu'un certain nombre de vous le partagent ici, la conviction qu'il faut aller vers la pluriannualité des quotas. Ce n'est pas possible de se retrouver dans une situation où vous avez des stocks qui, l'année dernière, diminués de 10%, cette année sont à 0. L'année dernière, augmentés de 20%, cette année sont à moins 30%. Ça donne aucune visibilité à nos pêcheurs, ça empêche d'avoir des investissements sur le long terme et ça décourage, je crois, une gestion durable de ces pêches. Et donc, nous le faisons sur le thon, et on voit que ça fonctionne puisque nous avions au Conseil européen aussi une discussion sur la gestion de cette espèce. Et donc, à la demande de la France et de l'Espagne, l'année dernière, au Conseil européen, nous avons demandé un premier travail sur la gestion pluriannuelle d'un certain nombre de stocks, et nous avons identifié pour cette année la plie, la langoustine et la sole. Et donc moi, ce que j'ai demandé, c'est d'accélérer, parce que, et je le vois dans les DC maritimes dans lesquels je vais, nos jeunes nous demandent vraiment d'aller dans cette gestion pluriannuelle, ce qui permettra d'avoir des entreprises qui soient plus solides et surtout d'avoir aussi des rapports scientifiques qui évoluent beaucoup moins d'une année à une autre. Voilà, c'était les 3 urgences que je voulais évoquer avec vous. Mais au-delà de tout ça, comme je vous l'ai dit,
Notre responsabilité, ma responsabilité, c'est bien évidemment de construire des réponses de long terme, des réformes structurelles de la filière qui est demandée par les pêcheurs, qui est demandée par les territoires et aussi qui sont demandées par nos concitoyens. Et donc le premier élément que nous avons porté depuis le Salon de l'agriculture, c'est le contrat stratégique de filière qui vise au fond à mettre autour de la table les 3 maillons de la chaîne, les pêcheurs, les premiers acheteurs, c'est-à-dire les criers, les marailleurs, et la transformation pour assurer plus de solidarité entre ces acteurs-là, parce que quand l'un tombe, l'autre va être en fragilité, et donc on a besoin vraiment, comme dans d'autres secteurs, de renforcer cette solidarité, et puis surtout d'être en capacité sur des sujets très précis, et je remercie vraiment Frédéric Touliou de France Filière Pêche d'avoir vraiment porté avec le président Olivier Lenezet ce sujet-là, surtout aussi depuis 2 mois. Il y a des sujets très concrets sur le suivi économique de la filière avec l'instauration d'un observatoire, sur la réflexion sur l'augmentation de la première mise en marché des criers ou encore le renforcement de l'attractivité des métiers de la filière. Bref, tout ça, ce sont des sujets, alors certes, qui ne feront pas l'ouverture du 20h, mais qui sont fondamentaux pour pouvoir assurer la souveraineté de notre pays et assurer l'équilibre aussi économique sur tous nos territoires. Et donc l'ambition, c'est d'avoir ce contrat stratégique de filière qui est en fait un contrat entre les acteurs de la filière qui soit prêt pour le Salon de l'agriculture de février. Au-delà de ce contrat stratégique de filière, moi j'ai souhaité que les acteurs privés aussi travaillent sur des mécanismes de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle Total a pris un engagement volontaire à travers à la fois un verdissement de son carburant et une ristourne à la pompe de 13 centimes, de pouvoir s'engager avec la filière pêche. C'est bon pour la transition énergétique, c'est bon pour le pouvoir d'achat de nos pêcheurs, et ça permet là aussi d'avoir des liens plus forts entre des acteurs qui sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que pour les pêcheurs, la question du carburant, jusqu'à aujourd'hui, on essaye d'en sortir le plus rapidement possible, elle est clé. Et pour bien évidemment un acteur comme Total, qui est un acteur français, et je crois qu'il y a un minimum de patriotisme, il ne peut pas considérer qu'il peut laisser tomber comme ça des acteurs comme les pêcheurs. Et donc nous avons avancé, en tout cas les acteurs privés ont avancé, et l'idée c'est d'avoir avec le PLF de cette année cet amendement qui permettra d'avoir ces 13 centimes à la pompe dès le 1er janvier de cette année. Et en parallèle de ça, un autre acteur privé important s'est engagé là aussi dans ces mécanismes de solidarité. Je veux bien sûr parler de CMA-CGM, qui a mis en œuvre un fonds de décarbonation du secteur de la pêche de 20 millions d'euros pour l'année prochaine, qui permet, et on a déjà des remontées de premiers projets, qui permet de financer de la remotorisation, qui permet de financer de la réduction de la consommation de carburant, qui permet de financer aussi des techniques de pêche qui sont moins énergivores, 20 millions d'euros dès le 1er janvier de cette année, en lien avec la BPI, qui permettra là aussi de montrer que les acteurs privés, entre eux, peuvent trouver des mécanismes qui permettent que ce ne soit pas simplement des financements publics qui soient utilisés. Et puis, le troisième point de ce que l'on doit faire sur les réformes structurelles, je vous disais, donc il y avait le contrat stratégique de filière, il y a les mécanismes de solidarité. Le troisième, c'est les engagements que j'ai pris notamment aux assises de la pêche sur des simplifications qui sont attendues depuis longtemps par nos pêcheurs. Et je veux en citer 3 parce qu'elles sont importantes et notamment les élus de Méditerranée me l'ont évoqué très souvent. C'est la question, par exemple, de la médecine d'aptitude des gens de mer. Qui est une médecine qui était compliquée à pouvoir avoir. Et donc nous allons lancer une expérimentation dans l'Hérault et dans le Morbihan pour que la médecine de ville puisse passer les différents examens, ce qui permettra à de nombreux pêcheurs qui parfois attendent un rendez-vous avec la médecine des gens de mer, de pouvoir embarquer plus rapidement. Là aussi, ça permet de réduire les tensions sur le marché du travail. C'était attendu depuis très très longtemps. Ça paraît anodin, mais pour le pêcheur qui attend son rendez-vous, c'est quelque chose d'important et vous le connaissez, vous, sur la question de la fracture médicale. Ensuite, un autre point qui est attendu depuis très longtemps, c'était l'alignement de la réglementation européenne en passant de 0 à 2 degrés à 0 à 4 degrés pour les températures des criers et des entreprises. Là aussi, ça paraît anodin, mais en fait, c'est un alignement sur le niveau européen, ce qui permet d'avoir aussi une compétitivité de nos criers qui soient alignés avec les standards européens. Et puis le troisième point, parce que c'est important aussi pour nos régions, c'est l'alignement, le renforcement entre les lycées et les entreprises de pêche, les lycées maritimes, pour améliorer les conditions de stage et consolider l'insertion sur le long terme de nos jeunes, en lien bien évidemment avec la réforme du lycée professionnel que vous connaissez. Ça permettra là aussi de faire découvrir des métiers peut-être plus tôt et montrer la diversité des métiers de la mer à nos jeunes et d'avoir aussi bien évidemment par bassin des débouchés économiques
économiques et des débouchés d'emploi pour nos jeunes. Et je terminerai par là, Monsieur le Président, par la troisième grande partie qui est celle des prochaines échéances et qui sont des échéances importantes et que nous allons bien évidemment construire ensemble. D'abord, c'est ce que j'ai annoncé aux Assises de la pêche, nous devons absolument réduire notre dépendance aux énergies fossiles. 1, pour le climat, 2, pour la viabilité économique de nos entreprises. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé un plan de transition énergétique de la flotte que nous devons préparé dès maintenant, segment de flotte par segment de flotte, territoire par territoire, et qui sera appuyé sur les financements issus de la taxe éolienne en mer, c'est-à-dire 450 millions d'euros sur les 10 prochaines années. C'est un choix que le gouvernement a fait, de dédier ces 450 millions d'euros issus de la taxe éolienne pour la transition énergétique de la flotte, parce que si nous voulons avoir une flotte qui soit adaptée aux enjeux du XXIe siècle, qui soit adaptée aussi aux besoins et aux demandes de nos jeunes, d'avoir des navires plus confortables, plus silencieux, plus économes en carburant, voire zéro émission, nous devons l'engager maintenant. Alors c'est un travail de long terme, c'est un travail qui sera fastidieux, mais on doit l'engager maintenant parce que notre responsabilité, c'est pas de se retrouver dans 10 ans avec encore des crises de l'énergie, des crises du pétrole que nous devrons gérer au coup par coup. Ça, c'est le premier point, et c'est un point qui est important. Nous sommes le seul pays à s'être engagé pour l'instant dans une telle démarche, et nous le faisons avec une flotte qui est très diverse. Parce que de Méditerranée, en passant par aussi nos navires qui se trouvent au large de l'océan Indien ou encore dans le Pacifique, à ceux qui se trouvent au large des côtes anglaises, ce sont des secteurs très différents, avec parfois une incapacité dans le secteur maritime, ou en tout cas dans le secteur de la construction des navires, d'avoir des passages à l'échelle comme c'est possible dans la voiture ou comme c'est possible dans l'avion. Parce qu'il y a quasiment autant de navires qu'il y a de construction de bateaux. Et donc c'est pour ça qu'il faut des moyens financiers importants et qu'il faut un accompagnement, mais il faut faire maintenant pour qu'on arrive très vite, d'ici notamment nos atteintes d'objectifs climatiques de 2050, nous puissions être au rendez-vous. Le deuxième point qu'on travaille dès maintenant, mais qui est aussi un combat de long terme, c'est l'attention particulière et que je porte à nos Outre-mer. Une grande partie de notre souveraineté, de notre autonomie stratégique passe par ces territoires ultramarins qui composent bien évidemment l'écrasante majorité de notre surface maritime. Nous avons obtenu une belle avancée auprès de la Commission européenne puisque nous avons eu une augmentation du de minimis pour moderniser, pour accompagner les navires de moins de 12 mètres, ce qui était attendu depuis très longtemps. C'est largement insuffisant, je le reconnais, Monsieur le Président, mais un pas a été mis dans la porte et clairement, ça nous engage dans une dynamique de reconnaissance que nous avons besoin de moderniser nos navires de pêche dans les territoires ultramarins. Surtout qu'il y a des navires d'autres pays qui sont parfois financés par l'aide publique au développement européenne qui viennent concurrencer, voire faire de la pêche illégale dans nos eaux. Donc nos compatriotes ultramarins ne le comprennent pas à juste titre et nous devons absolument leur donner les capacités de moderniser leurs navires pour notamment avoir une souveraineté alimentaire qui est bien normale. Donc la deuxième étape, c'est nous attendons le rapport de la Commission qui nous dira si les segments que nous avons identifiés sont à l'équilibre et si nous pouvons avoir l'autorisation là de financer, d'accélérer ce financement. Nous sommes positifs dans le sens où nous avons donné toutes les données et en tout cas on a fait tout ce que nous avions à faire et maintenant c'est à la Commission de jouer et de nous dire quelle sera la décision. Et enfin, sur les territoires ultramarins, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'axer aussi sur la question de la formation et sur la question de la création de formation, de CAP, de lycées qui permettent d'avoir un développement de la filière maritime. Je l'ai fait en Guyane avec la création d'un CAP. Pour la première fois, il y aura un CAP maritime qui permettra d'avoir des formations pas simplement pêcheurs, mais aussi mécaniciens dans le secteur naval, dans le secteur maritime. Nous l'avons fait aussi à La Réunion avec la création d'un lycée maritime, qui est l'évolution d'une maritimisation du lycée professionnel de La Réunion. Et je viens vraiment rendre hommage à Huguette Bello, qui s'est vraiment battue sur ce sujet depuis des années. Et donc nous l'accompagnons aussi. Et puis je me rendrai le mois prochain en Polynésie, où avec le président Moitai Brotherson, nous allons lancer des travaux pour, là aussi, des formations maritimes pour la pêche, mais aussi pour des formations maritimes qui sont liées à la construction de navires, qui sont liées à la réparation de navires, ce qui permettra là aussi de renforcer la souveraineté alimentaire et la souveraineté économique d'un pays. Vous voyez, j'ai une attention particulière et c'est un sujet de long terme pour faire en sorte que dans nos territoires ultramarins, nous avons des formations maritimes. Et je terminerai, mesdames et messieurs, par une échéance importante qui est celle bien évidemment de la préparation de l'accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. J'ai mandaté un député, Bertrand Bouix, pour anticiper, préparer cet accord.
je pense que nous pourrons avoir ce travail parallèle aussi au Sénat et j'y suis prêt à en discuter. En tout cas, l'œil et l'expertise du Sénat sera importante sur ce sujet-là, mais il faut absolument, et moi j'ai demandé à mes équipes d'être en ordre de bataille pour que nous soyons prêts pour 2026 parce que ça guidera beaucoup de notre capacité à pouvoir garantir l'accès aux eaux à nos pêcheurs dans les prochaines années. Et puis, je terminerai par là, c'est la nécessaire évolution de la politique commune des pêches. Nous avons une opportunité, c'est qu'il y a des élections, donc il faut absolument faire monter ce sujet de la politique maritime intégrée, la question de la préservation de la biodiversité, la question de la préservation de l'habitat marin et la question, bien évidemment, d'avoir aussi une approche économique, commerciale de la pêche, notamment avec un sujet pour moi qui est fondamental, et j'ai eu l'occasion d'envoyer un courrier aux deux commissaires, j'attends encore la réponse, sur la question des mesures miroirs. On ne peut pas continuer à demander un certain nombre d'efforts, certes légitimes, à nos pêcheurs, si, je prends l'exemple sur la question de la crevette, nous continuons à apporter des crevettes qui viennent d'Équateur, je n'ai rien contre l'Équateur, mais qui n'ont pas du tout les mêmes standards. Et donc ça, on l'a fait dans d'autres secteurs, il faut que nous le fassions pour le secteur de la pêche. Ce sera un gage de confiance et je crois de respect vis-à-vis de nos pêcheurs, et puis surtout ce sera un gage de qualité dans nos assiettes et notamment dans la restauration collective de nos enfants ou dans d'autres secteurs publics. Donc voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je voulais dire, c'est que il y a des urgences sur l'aide carburant, nous sommes aux côtés des pêcheurs, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous continuerons à nous battre notamment à l'Union européenne pour porter un certain nombre de priorités comme celle des TAC et quotas qui vont arriver, mais comme celle aussi de la modernisation des règles pour les territoires ultramarins. Et avec cette vision qui est une vision à la fois de protection de la biodiversité et de souveraineté économique, je n'ai aucun doute sur le fait que nous aurons encore des pêcheurs des Hauts-de-France en Bretagne en passant par nos territoires ultramarins dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses et je vais laisser la parole à mes collègues tout de suite. Mais avant, je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué dans ce texte, en préambule, qui est la réserve d'ajustement du Brexit. On n'a pas vu au cadre financier pluriannuel, au dernier cadre financier pluriannuel, les fonds pour la pêche vraiment augmentés. En tout cas, ils sont restés relativement stables à euro constant. Et on pourrait considérer que cette réserve d'ajustement du Brexit, qui nous a amené à peu près 800 millions d'euros, pour lesquels à la fois le gouvernement, mais aussi les parlementaires s'étaient battus dans leur discours, ne soit pas aujourd'hui un fonds complètement utilisé et dédié à la pêche. Moi, j'entends dire plein de choses. Maintenant, puisque vous disiez que c'était aussi le moment de vérité et de s'exprimer clairement sur le sujet, je voudrais savoir combien allons-nous rendre à l'Union européenne. Alors, probablement que ce seront des fonds qui seront rendus à la France sous d'autres aspects. Mais en tout cas, je regrette vraiment que ces 800 millions qui étaient dédiés à la pêche ne soient pas intégralement, en tout cas, c'est à peu près 800 millions, ne soient pas intégralement utilisés à destination de la filière, en tout cas. Voilà. Oui, et puis après, je passe. Ah, pardon, parce que je me semble que j'ai une question gouvernement sur le sujet. Non, mais sur ça, je vais être très très clair. Enfin, je ne sais pas d'où ça sort, tout ça. Là, peut-être que ce sont les idées de fin d'année qui germent un peu partout. Mais sur le sujet, c'est très clair. Nous avions une réserve d'ajustement Brexit qui est liée, et ce sont les règles européennes qui nous obligent, parce que sinon, on va faire rembourser à des pêcheurs dans quelques années des choses qu'ils auront obtenues. Cette réserve d'ajustement Brexit, elle était strictement pour des sujets qui étaient liés aux conséquences du Brexit. En ce qui concerne la France, certes, le rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a eu, dans certains ministères, je ne vais pas en citer, des utilisations qui n'étaient parfois pas à la hauteur des attentes, mais en ce qui concerne le ministère de la Mer, Monsieur le Président, elle a été très bien utilisée. Elle a été très bien utilisée, le rapport de la Cour des comptes le dit. Et donc nous avons utilisé cette réserve d'ajustement Brexit pour le PAI et pour d'autres éléments qui sont liés directement aux conséquences du Brexit. Mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas et je ne peux pas utiliser une réserve d'ajustement Brexit sur un sujet de carburant, puisque ça ne répondrait pas du tout aux lignes directrices. Ah mais parce que c'est ce que j'entends un peu. Donc, non mais je sais bien que vous ne le dites pas, mais je lis d'autres choses aussi. Donc réserve d'ajustement Brexit, elle a été utilisée en ce qui concerne le ministère de la Mer, et la Cour des comptes le reconnaît, juste pour la raison pour laquelle elle avait été mise en œuvre. Ensuite, il y a eu, mais ça date de février de cette année, il y a eu, étant donné qu'il y avait des fonds qui étaient encore disponibles mais qui ne pouvaient plus être utilisés dans le cadre des conséquences du Brexit parce qu'elles s'étaient dissipées, nous avons convenu, et ça a été indiqué notamment aux collectivités locales, et ça a été organisé, concerté au niveau européen, d'utiliser ces financements-là
qui étaient encore disponibles, mais qui ne sont pas retournés dans une caisse à l'Union européenne, pour notamment la transition énergétique et écologique. Et donc, si je ne m'abuse, je crois que c'est 400 millions d'euros qui sont du gouvernement français, mais c'est la même chose dans d'autres pays européens, c'est à peu près équivalent, qui ont été remontés, mais pour être réutilisés dans le territoire national pour des sujets de transition énergétique. Quand on voit la volatilité des prix et notre dépendance à un certain nombre d'énergies, on comprend que c'était une bonne utilisation de ces fonds-là, sachant que, notamment, nous, en France, nous avions moins besoin d'un certain nombre de sujets sur le Brexit. Donc ça a été acté en février, et surtout, les fonds devaient être utilisés avant juin. Avant juin. Donc cette question, c'était très clair. La RAB, elle s'est terminée en juin. Donc vous voyez bien que pour les carburants, même maintenant, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, pour répondre très clairement, il n'y a pas de cagnotte magique quelque part de la RAB. Le ministère de la Mer les a très bien utilisés pour les pêcheurs, notamment dans le cadre du PAI, en faisant attention à ne pas déstabiliser la filière. Et les financements qui étaient pour la France ont été utilisés pour la France dans le cadre de la transition énergétique. Oui, Monsieur le Ministre, mais néanmoins, vous n'enlèverez pas le désordre créé dans mon esprit, puisque vous nous expliquez qu'effectivement, les crédits utilisés pour le Brexit, enfin, qui étaient dédiés au Brexit, ne peuvent pas l'être, ne pourraient pas l'être autrement que pour ça, et finalement, on les redispatche sur autre chose. Si, les 400 millions, on les redispatche sur autre chose. Parce que c'est pas on a remonté ces crédits-là, en effet, pour des sujets qui sont plus liés au Brexit, mais en fait, là, parce que ce qui était demandé, ce qui était une demande de dire, on peut utiliser ces crédits-là maintenant pour les carburants. C'était pas vous qui le dites, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis février, nous avons déjà fait l'arbitrage, et ça a été partagé à tout le monde, et en plus, c'était une date limite d'utilisation en juin. Et donc, bien évidemment, quand nous avons fait la maquette budgétaire, ne sachant pas évaluer quel sera l'impact du Brexit, notamment vis-à-vis de la pêche. Personne ne savait si on allait être dans la nécessité de détruire 20 navires ou 100 navires. Donc on avait une enveloppe qui était plus importante. Et moi, j'ai limité au maximum, vous le savez bien. Donc on avait une enveloppe plus importante. Ce qui a été convenu dès le début, c'est qu'une fois que nous avons terminé la maquette budgétaire et évalué les besoins, en février, avec un décaissement en juin, l'argent remonterait, mais serait réutilisé pour autre chose. Mais il ne viendrait pas être utilisé 6 mois après. Donc c'est assez clair sur à la fois le calendrier et sur l'utilisation. Et je rappelle aussi que notre commission avait souhaité que la réserve d'ajustement du Brexit ne serve pas du tout justement au plan de sortie de flotte. Parce que c'était pour nous un non-sens économique. Et ça a été décidé autrement. Mais je rappelle que notre commission, avait... Oui, je suis d'accord. Mais moi, je vous rappelez ce que j'ai dit quand je suis arrivé sur le plan de sortie de flotte. Enfin, pour le coup, là, s'il y a bien des financements qui sont pertinents, c'est bien ceci. Merci, Monsieur le Ministre. On va attaquer les questions. Alors, je vais demander à chaque commissaire d'être clair et rapide, concis dans sa question pour que le ministre réponde. On les prend par 3. Parce que je vous rappelle qu'à 3h, on a les questions d'actualité, donc il faut qu'on ait quitté la salle à 3h moins 5. On commence par Gisèle Jourda, puis Nadège Havet qui se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre exposé. Je voudrais, moi, mettre le focus, ce que vous avez d'ailleurs évoqué et répondu d'ailleurs pour partie, c'est sur la question de la pêche ultramarine. Parce qu'aujourd'hui, on a une mobilisation au niveau de la Commission européenne qui se propose d'augmenter de 30 000 à 40 000 euros sur 3 ans l'aide pour donc, la rénovation de la flotte de pêche pour nos pêcheurs ultramarins. C'est tant de ça de ce qu'on peut donc estimer et de ce qu'on peut donc attendre et prévoir. Je pense que nos départements ultramarins méritent un soutien plus accru et surtout, vous avez parlé, Monsieur le Ministre, de points de vigilance. Nous comptons sur vous pour que cette vigilance soit accrue et pour qu'ils ne soient pas les parents pauvres de la modernisation de cette pêche ultramarine qui est une des ressources phares de nos départements donc ultramarins. Je fais pas... Donc, Nadège Havet, Alain Cadec se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur un texte qu'on a voté au mois de mai 2023 sur le dumping social et la proposition de loi de Didier Le Gac. J'aimerais savoir où en sont les décrets d'application et s'ils seront bien pris effectivement pour la fin de l'année. Savoir également s'il y a des suites qui seront données au niveau européen et notamment parce que cette loi elle a un cadre global et qui est beaucoup plus protecteur pour des professionnels
professionnels impactés. Et puis, je voudrais revenir sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, sur les quotas. Étant nord-finistérienne, il y a énormément de petits pêcheurs de lieux, et il y a de lieux jaunes notamment. Et il y a quelque temps, dans le journal Le Télégramme, il était dit que bientôt la pêche au lieu serait probablement interdite. Je vous remercie. Alain Cadec, et puis Monsieur le ministre, vous répondrez sur les trois. Monsieur le ministre, quel souffle! Vous avez un souffle extraordinaire, je vous félicite, parce que vous avez parlé pendant près de 12-15 minutes, là, sans vous arrêter. Je me suis dit, c'est pas possible, il ne va pas tenir comme ça, quand même. Et il a tenu. Il a tenu, félicitations. Vous nous avez expliqué que tout allait bien, tout était quasiment réglé. Vous avez quasiment réponse à tout, avant d'avoir les questions d'ailleurs. Alors moi je dirais, je me permets avec Hervé quand même, mais attention de ne pas être bardé de trop de certitudes, Monsieur le ministre. Parce que un certain nombre de choses que vous nous avez dit tout de suite, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel des vérités, malheureusement ne règlent pas les problèmes, de la pêche. Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Je dirais toutes les choses concernant la pêche. Vous avez balayé et en disant, par exemple, je partage votre avis, il faut qu'on arrive rapidement au plan pluriannuel, vous y travaillez par rapport aux quotas qu'on a actuellement, et ça fait des années qu'on en parle au niveau des institutions européennes. Et donc, vous avez aussi évoqué l'aide qui serait consentie par Total, ou la ristourne de 13 centimes par litre de gazole, mais vous avez oublié de préciser que, vous l'avez dit mais rapidement, que c'était dans la mesure où les navires utilisaient des biocarburants. Mais pour qu'ils utilisent des biocarburants, encore faut-il qu'ils en aient, c'est-à-dire qu'ils puissent en recevoir. Or, vous le savez très bien, il y a très peu de ports qui sont aujourd'hui équipés en biocarburants sur le littoral français. À ma connaissance, il y en a 3 ou 4. Donc, c'est une mesure qui est intéressante, mais qui est impossible à mettre en œuvre à l'échelle du pays. Donc, expliquez-moi comment vous allez faire. Par ailleurs, vous parlez de choses que je partage, c'est-à-dire la transition énergétique, la remotorisation des navires. Mais tout ça, Monsieur le ministre, vous le savez, ce sont des mesures à moyen, voire à long terme, pour ne pas dire très long terme. Et vous l'avez dit vous-même, nous sommes dans l'urgence. Et aujourd'hui, dans l'urgence, on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution, même si vous nous avez fait un exposé remarquable de 12 ou 13 minutes. Donc, encore une fois, moi, je suis inquiet. J'ai peur pour la pêche française, vous le savez. J'ai peur, je ne suis pas le seul. J'ai peur pour la pérennité de la pêche française, de la filière, pas seulement la pêche, toute la transformation. Et donc, tout ça ne me rassure pas. Par ailleurs, vous l'avez évoqué rapidement. Vous avez dit que vous aviez donné la responsabilité à un collègue député, d'ailleurs. Moi, je suis très inquiet sur la fin de la période de transition qui arrive en 2026. Parce que là, nos amis britanniques, quand je dis amis, c'est entre guillemets, nous feront sans doute pas de cadeaux. Et donc, il faut absolument qu'on se prépare à cette situation. Et c'est à vous, Monsieur le Ministre, avec vos collègues espagnols, néerlandais, belges, allemands, qui sont, il y en a d'autres, mais qui sont concernés directement par la fin de cette période de transition, de faire pression sur le Royaume-Uni pour qu'on ait une fin de période de transition qui soit acceptable. Bon, je pourrais encore vous en dire plein comme ça, mais enfin, en tous les cas, j'arrête. Moi, je n'ai pas autant de souffle que vous, Monsieur le Ministre. Voilà. Bon, ce n'est pas du favoritisme, mais comme M. Cadec est président du groupe pêche, je l'ai laissé parler un petit peu plus longtemps. À vous, Monsieur le ministre. Il était ancien président de la commission pêche au Parlement européen, donc c'est normal. Non, Madame Jourda, sur la question de la pêche ultramarine, moi je partage tout ce que vous avez dit. C'est une discussion qui est très compliquée parce qu'il faut il faut faire comprendre, ou en tout cas expliciter la diversité de nos territoires ultramarins, ce qui aussi sont des similitudes sur la vétusté d'un certain nombre de navires. On s'est battu sur le sujet, ça a été très long, et là, c'est pas beaucoup de certitude, ce que j'ai dit. Je l'ai dit au début, c'est un petit pas. On passe de 30 000 à 40 000, très bien. Mais on est loin d'être au bout de la discussion. On a commencé ça en 2018 et je voulais rendre hommage également à la ministre Annick Girardin qui s'est battue comme personne pour pouvoir faire avancer ce dossier.
Mais moi, comptez sur moi pour notamment, en fait, l'enjeu qui est devant nous, c'est celui des lignes directrices. Et faire bouger ces lignes directrices, je l'ai rappelé chaque fois que je vois le commissaire, c'est-à-dire une fois par mois, je lui parle de ça. Il va se rendre à la Réunion, parce qu'on a poussé aussi pour ce déplacement. Et donc nous espérons qu'il aura des bonnes nouvelles dans sa besace. Mais donc vous voyez, c'est un processus qui est parfois fastidieux, mais en tout cas qu'on continue à pousser. Et je voulais vraiment vous remercier, et puis aussi les députés européens et tous les élus locaux, parce que je crois qu'on est unis sur cette question-là, et il va falloir qu'on le fasse encore plus fort après. Madame Havet, sur la question de la loi dumping social, toutes les consultations ont été faites, les parlementaires, et je voulais vraiment vous remercier aussi puisque vous avez été rapporteur pour cette magnifique loi qui a une belle avancée. D'ailleurs, on va porter le sujet maintenant au niveau européen aussi grâce à vous. Les décrets vont être présentés au Conseil d'État dans les tout prochains jours avec une application, une mise en œuvre pour le premier semestre de 2024. Et donc les parlementaires que vous êtes, qui étaient impliqués sur ce sujet, ont été consultés. On a eu des retours de la part de vos équipes et de tout le monde. Donc ça avance bien. Il y a quelques petits points sur lesquels il faut qu'on ajuste. Mais en tout cas, c'est une loi qui s'est faite dans un temps record. Il y a un an, on parlait d'un risque, là aussi, juste un effondrement de Britannic Ferries. Maintenant, nous avons une loi qui est en miroir de celle des Britanniques, avec des décrets d'application qui vont arriver, qui vont nous permettre de défendre le modèle social français et d'éviter d'avoir cette spirale infernale et ce dumping social dans nos eaux. Et en ce qui concerne le lieu, là, c'est une situation qui est très compliquée. On va se battre, on va essayer de donner les meilleurs arguments. Je n'ai pas de certitude sur l'issue, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi comme sur d'autres sujets pour à la fois mettre en avant la nécessité de maintenir des activités de pêche là où c'est possible et en même temps de préserver la ressource, parce que si on ne préserve pas la ressource, il n'y aura plus de pêcheurs dans 20 ans. Donc j'ai bien pris ce sujet, notamment quand je suis venu dans le Finistère vous voir, et je vous remercie aussi de votre mobilisation. Monsieur Cadec, Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous me dites beaucoup de certitudes, non. J'ai commencé d'ailleurs mon propos sur l'urgence en disant que nous sommes dans une situation très compliquée et je ne sais pas comment on va ressortir sur les TAC et quotas. Je crois que c'est loin d'être des certitudes. Voilà. Donc je dis les choses en vérité. Il y a des choses sur lesquelles je suis sûr et surtout il y a un bilan et des choses sur lesquelles on doit progresser, avancer. Je reconnais pleinement que donner simplement 1 mois et demi de visibilité à nos pêcheurs pour le carburant, c'est pas optimal, mais c'est ce qu'on obtient au niveau européen. Vous connaissez le système européen et donc on se bat au maximum pour avoir le plus de visibilité. Mais quand je peux quelque chose, je le dis et je le fais. Quand je ne peux pas et quand je ne suis pas sûr, comme sur les TAC et quotas où je vous dis que ça va être très compliqué, je le dis aussi. En ce qui concerne la question de Total, en fait, pour bien comprendre le sujet, c'est qu'on ne va pas commencer tout de suite par du physique. Il y a des stations, je crois que c'est Lorient et puis Brest, où on peut avoir du biocarburant. Il y en a 3. Mais les autres, en fait, ce sera du monétaire, c'est des titres. C'est des titres qui s'échangent. Donc ce sera sur la globalité du carburant de Total qu'on dira il y a une incorporation de 10 à 15% de biocarburant. Il n'y a aucun problème technique. On a fait une réunion la semaine dernière avec tous les distributeurs de carburant, avec les pêcheurs, avec les constructeurs. On en a fait une il y a 2 semaines également. On a fait un questionnaire pour tous les pêcheurs aussi pour bien répondre aux enjeux. Est-ce que ça va avoir des effets sur l'efficacité, sur la rentabilité de mon moteur, etc. Tout ça, c'est bien calibré, cadré. Et donc au début, on ne commencera pas par du biocarburant physique. Ce sera des titres, ce sera du monétaire, ce qui se fait dans d'autres secteurs et qui permet d'accélérer. Et puis, je terminerai, Monsieur le Président, parce que vous m'avez dit sur la question des urgences, on ne répond pas à tout. Je reconnais. Je sais bien qu'il y a des inquiétudes, mais notre rôle aussi et votre rôle, si je reprends les articles de journaux, quand vous-même vous étiez président de la commission des pêches, je peux vous dire qu'on disait souvent que la filière allait mourir. Grâce à votre action, grâce à l'action des différents gouvernements, on a réussi à la maintenir, à la rendre viable. Ça n'a pas empêché qu'on a plus de 30% des flottes qui ont disparu. Grâce à l'action de la ministre Annick Girardin, on a réussi à se battre sur les quotas, on a réussi à se battre sur la modernisation des flottes. Donc chaque nouvelle génération ou chaque nouveau ministre, il y a des nouveaux combats. On est toujours dans l'urgence parce qu'on est une politique qui dépend de l'Union européenne, c'est une politique intégrée, une politique qui dépend beaucoup de la disponibilité de la ressource, une politique qui dépend beaucoup aussi de la demande de nos concitoyens et donc du pouvoir d'achat. Et donc les paramètres qui étaient vrais il y a 20 mois sont un peu différents. Et donc sur ça, moi j'ai un certain nombre de certitudes, non pas parce que je penserais avoir réponse à tout, mais simplement sur des engagements que j'ai pris, sur les aires marines protégées, sur l'enjeu de l'aide carburant, sur les licences. Vous vous rappelez, vous me disiez, il faut que 100% des licences soient rendues après le pays. Elles ont été toutes rendues. Et donc ça, il faut le dire. Si moi je ne le dis pas, personne ne le dira. En tout cas, c'est peut-être pas vous, Monsieur le Président Cadec, qui le dira. Et donc, c'est important de l'avoir. Hein? Ah mais non, mais je sais bien, surtout. Bien, merci. Alors, Karine Daniel, puis se prépare Mathilde Olivier pour la
Deuxième série. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, la lisibilité qui est offerte sur les questions de carburant et de court terme, et globalement et structurellement, on observe une augmentation des coûts pour les pêcheurs. Et je relis ça, ou je relais cette inquiétude concernant la question de l'installation et de l'arrivée de nouveaux entrants dans cette filière, qui inquiète beaucoup dans les ports pour que se renouvelle finalement cette main-d'œuvre et cette filière. Donc, moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'il y a des actions spécifiques au-delà de la formation que vous avez évoquée pour renforcer l'aide à l'installation sur la question des investissements dans une période aussi où les taux d'intérêt augmentent, et donc sur les investissements qui permettent aussi de se projeter et de projeter les jeunes générations dans une économie, on va dire, moins carbonée par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la question de la décarbonation de la flotte, mais aussi des ports. Et ça, c'est une question qui est importante pour nous. Sur le plan européen, vous l'avez dit, on est toujours dans un équilibre où on doit à la fois avancer les enjeux environnementaux, de renouvellement évidemment de la ressource halieutique, et les enjeux économiques de court terme et de moyen terme. Mais là, je pense que, y compris les filières, sont plus à même et prêtes à accepter des mesures de court terme pour préserver l'activité à moyen et long terme. Et la position de la France sera très regardée de ce point de vue. Et évidemment, espérons que ce sera un enjeu qui sera aussi discuté dans le cadre des élections européennes. Sur ce volet de contrôle des pêches, moi j'avais une question concernant les investissements à opérer par les pêcheurs et par les flottes sur justement le contrôle des volumes et de la nature de la pêche opérée. On sait qu'il va y avoir des obligations d'équipement en outils numériques, en outils de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu sur ce volet pour accompagner les acteurs de la filière et les pêcheurs spécifiquement? Mathilde Olivier et Didier Marie qui se préparent. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors je voulais revenir sur l'article 17 de la politique commune de la pêche, donc, qui impose aux États membres, lors de l'attribution des possibilités de pêche, d'utiliser des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social, économique. Donc les quotas de pêche sont décidés au niveau européen, puis répartis par les États membres dans des proportions stables d'année en année. Mais en France, les organisations de c'est les organisations de producteurs qui rassemblent, qui jouent un rôle important, et la règle de base est celle de l'historicité. Donc si un navire avait 2% des quotas de merlu il y a 15 ans, il continuera d'avoir 2% des quotas de merlu en 2023 à 2024. Donc ça crée un système qui est quand même très figé. Et il est assez facile pour des armateurs de concentrer une part de plus en plus importante des quotas en rachetant des bateaux. Alors, que prévoyez-vous pour intégrer des critères sociaux, environnementaux dans cette attribution des quotas parmi les critères de répartition de ces quotas de pêche? Et puis, il y a aussi un vademecum de la Commission européenne qui doit être rédigé. Est-ce que vous participez au niveau français à la rédaction de ce vademecum, et quelle est la position du gouvernement sur ces aspects-là, notamment, encore une fois, sur ces critères environnementaux et sociaux? Ça a aussi un impact à la fois sur les jeunes pêcheurs dont on parlait, sur l'installation de ces jeunes pêcheurs, et puis sur le développement durable de la pêche en essayant de favoriser une petite pêche côtière et une répartition plus équitable des quotas. Donc voilà, si vous pouvez revenir là-dessus. Et deuxièmement, sur la préservation de la biodiversité et sur notamment la question des dauphins communs échoués sur les côtes. On sait qu'il y a eu de nombreuses alertes des scientifiques ces dernières années, de la société civile, de l'Union européenne, et que la situation des populations de dauphins est actuellement dramatique. Le Conseil d'État a rappelé le gouvernement à ses obligations il y a quelques mois maintenant. Où en êtes-vous dans la protection de ces dauphins? Je sais que il y avait un projet d'arrêté, mais qui était quand même assez éloigné des injonctions du Conseil d'État. Et je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà... C'était les prérogatives de la Benjamine du Sénat. Monsieur Didier Marie. Merci, Président. Monsieur le Ministre, merci de
des informations que vous nous avez données. Je voudrais revenir sur deux sujets qui ont été en partie évoqués par Karine Daniel et un autre qui ne l'a pas encore été. Le 17 octobre dernier, le Parlement européen a adopté un accord après 5 années de négociations avec la Commission et les États membres sur le renforcement des contrôles et des sanctions sur les prises et sur les rejets illégaux en mer en vue de protéger la réserve halieutique. Un certain nombre d'éléments sont déclinés dans cet accord, notamment la nécessité de l'enregistrement électronique des prises à venir, ce qui aura, ce qui vient d'être évoqué, des conséquences financières importantes pour nos pêcheurs. Je voudrais cependant, avant d'en arriver là, connaître la position que le gouvernement va défendre au prochain Conseil européen sur cet accord, si il le valide ou non. Et ensuite, bien évidemment, s'il est validé, quelles mesures seront défendues pour accompagner le financement de cette numérisation au regard des difficultés que rencontre déjà notre flotte artisanale. La deuxième difficulté liée à la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est que la Chine, pour ne pas la nommer, continue de développer sa présence dans les mers du monde, pêche à peu près aujourd'hui 15% des prises totales, alors qu'elle était à 5% il y a moins de 10 ans, et pratique pour bon nombre de ces bateaux de la pêche illégale. Or, dans l'accord qui a été trouvé, il y a une volonté de contrôle de l'ensemble des prises. Comment comptez-vous mieux contrôler cette flotte dont on ne connaît d'ailleurs pas exactement le nombre de bateaux? Comment éviter des importations de poissons qui auraient été pêchés illégalement en Europe ou en France, et donc quelles sont les dispositions que la France souhaite défendre à l'échelle du Conseil européen à l'égard de cette pêche en grande partie illégale? Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour toutes ces questions passionnantes, comme celle d'avant, bien évidemment. Alors, Madame Daniel, sur la question du carburant, bon, j'ai répondu, mais sur la question au fond de comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui viennent s'installer dans le métier. C'est pour ça que d'abord, il faut qu'on ait un discours aussi positif. C'est-à-dire qu'on a connu des crises, on va arriver à les surmonter. Il y a un enjeu principal qui est celui de la préservation de la biodiversité et de la transition énergétique pour avoir cette souveraineté aussi de nos flottes. Et moi, j'ai vraiment, en allant dans tous les lycées maritimes, on a des jeunes qui ont envie de s'installer, qui ont envie de faire des pêches qui sont différentes de ce qui pouvait être pratiqué par leurs aînés, mais qui ont envie de faire, qui ont envie de participer aussi à l'activité économique de leur pays. Il y a plusieurs leviers, au-delà de ce que vous avez dit sur la transition énergétique à juste titre, enfin au-delà de ce que vous avez dit sur la formation. Il y a bien évidemment des bateaux qui soient plus modernes, plus neufs. C'est-à-dire rien que d'avoir, quand vous sortez à la mer une semaine ou voire 3 jours, d'avoir des espèces de convivialité. C'est évident que peut-être qu'il y a 20-30 ans c'était accepté ou acceptable. Maintenant, les jeunes, ils ont le choix entre plusieurs métiers, ils vont vite choisir. Donc ça, c'est un élément très important sur la modernisation des navires moins bruyants et des navires qui respectent beaucoup plus fortement l'environnement. Ça, c'est une demande et c'est ce qu'on va faire avec ce plan de transition énergétique de 450 millions d'euros. 2, sur les aides à l'installation. Là, c'est dans le cadre du FEAMPA, donc ils sont à la main des régions. Il y a des aides à l'installation possibles. Il y a des aides à l'installation possibles. Donc il y a des régions qui le font, d'autres qui commencent à le faire. Et c'est vrai que peut-être que l'enjeu de l'installation était moins vrai il y a 20 ans. Maintenant, c'est un enjeu principal. Et donc, on travaille, bien évidemment, avec les régions pour essayer de bien calibrer et tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait aussi cet accompagnement, ce coup de pouce, pour nos jeunes. Ensuite, et c'est lié à la question de Madame Olivier, c'est la question aussi, dans les OP ou dans la répartition des quotas, d'avoir, au-delà des critères sociaux et environnementaux, des critères sur, je ne sais pas, c'est l'âge, mais en tout cas faire en sorte qu'on puisse en attribuer à des plus jeunes. C'est ce que nous avons fait, avec notamment dans le cadre du PAI, en disant qu'il faut
eh bien qu'on puisse donner la possibilité à des jeunes qui n'ont pas de quota de pouvoir s'installer. Et donc c'est ce que nous faisons avec la réserve qui est issue du plan d'accompagnement individuel, ce qui leur donne des capacités de pêcher, des capacités de produire. Et puis c'est aussi les accompagner avec des aides privées, c'est ce que fait CMA-CGM avec ces 20 millions d'euros qui viennent eh bien, faciliter, accompagner des projets novateurs, des projets qui visent à expérimenter des choses, et ce qu'ont envie aussi de faire nos jeunes, c'est-à-dire d'essayer de tester aussi des modèles de pêche, des types de pêche qui sont peut-être un peu différents de leurs aînés, donc il faut leur en donner les moyens, et ce fonds CMA-CGM leur permettra de le faire. Et pour répondre à votre dernière question sur l'enjeu de la... Vous avez parlé de la filière, oui, c'est tout l'enjeu du contrat stratégique de filière qui vise justement à ce que les acteurs, entre eux, se parlent, créent des mécanismes, soient plus forts, en tout cas plus solidaires, et moi je crois vraiment que à un moment donné, on arrivera aussi à la question de la contractualisation, c'est-à-dire que si on veut que des jeunes s'installent, il faut la pluriannualité des quotas, parce que ça donne la visibilité, et il faut des poissons qui sont achetés peut-être pas simplement à la semaine, mais sur quelques mois, voire quelques années, comme ça peut se faire dans d'autres secteurs. C'est ce qui permettra de donner de la visibilité là aussi, et d'avoir des modèles économiques, et ce n'est pas un gros mot, qui soient durables et soutenables pour nos jeunes. Donc la pluriannualité des quotas, ça permettra aussi à nos jeunes de s'installer plus facilement. Madame Olivier, j'y ai répondu un peu, mais vous avez raison sur le fait que cet article 17 fait partie de ce que nous devons aussi mettre en œuvre. Alors, l'un des piliers de la politique commune des pêches, ce sont les antériorités. C'est ce qui donne de la visibilité. Parce que sinon, chaque année, on change complètement. Et on pourrait aboutir à l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que quelqu'un qui a beaucoup d'argent dit « moi, je prends tout ». Alors qu'avec les antériorités, celui qui était un petit pêcheur, eh bien, il peut continuer à avoir des droits de pêche après. Donc il faut regarder aussi quelles seront les conséquences de ce que vous dénoncez pas, mais ce que vous pointez du doigt à juste titre. Et donc cet article 17, nous comptons bien aussi le décliner. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la réserve de quotas qu'il y a à la suite du PAI, nous allons le décliner, cet article 17, et nous allons lancer très rapidement un décret en Conseil d'État pour pouvoir le décliner. Donc on va commencer avec ce quota qui est un peu limité, pour voir aussi quels sont les effets, quelles sont les conséquences. Mais il faut bien avoir en tête que les antériorités, c'est aussi un des piliers de la PCP pour éviter d'avoir des nouveaux entrants qui sont très capitalistiques, qui ont beaucoup de moyens et qui ramasseraient tout. Ensuite, sur la question vous m'aviez posé la question des dauphins, sur la question du plan de lutte contre les captures accidentelles de cétacés. Donc le décret a été mis à la consultation. Je ne suis pas très étonné qu'il ne satisfait pas totalement les pêcheurs ou les ONG. Ça fait partie, vous voyez, de la discussion. En tout cas, nous avions 3 impératifs que nous avons tenus. 1, se conformer à la volonté du Conseil d'État d'avoir des fermetures spatio-temporelles, ce qui est la première fois, hein. Et c'est des fermetures spatio-temporelles qui couvrent tout le golfe de Gascogne. Tout le golfe de Gascogne, ce qui est gigantesque. C'est 75% le golfe de Gascogne de toute cette façade-là. On est le seul pays au monde qui a de telles fermetures spatio-temporelles. 1. 2, c'était bien évidemment de ne pas avoir des mesures qui font que la filière, dans toute la façade atlantique, s'effondre. Parce qu'il y a des activités de pêche qui doivent être maintenues. Et 3, c'est d'avoir des mécanismes qui permettent d'améliorer notre connaissance de la science, parce que personne autour de cette table ne sait dire pourquoi il y a autant de dauphins qui se retrouvent dans cet endroit, comment on peut faire en sorte pour limiter les captures accidentelles au mieux. Donc c'est pour ça qu'on va tester des dispositifs avec les caméras, avec les pingers, ces répulsifs, qu'on va augmenter le nombre de navires qui sont dans cette expérimentation. Et à la fin du travail que nous allons déployer, qui a un coût quand même pour la collectivité, et c'est bien normal, ce sera plus de 650 navires qui seront impactés par cette fermeture spatio-temporelle. 650. Donc quand j'entends dire que rien ne correspond à ce que demandait le Conseil d'État, il y a des fermetures spatio-temporelles, ça touche plus de 600 navires, et par contre, on va pouvoir améliorer la science, la connaissance, les données sur ces sujets. Et nous le faisons aussi en essayant de donner de la visibilité aux scientifiques, aux pêcheurs, aux collectivités, parce que derrière les pêcheurs qui ne vont pas aller en mer, il y aura des impacts sur les criées, sur les territoires, et vous le savez qu'un emploi en mer égale 4 emplois à terre. Donc ça, nous l'avons bien évidemment aussi en tête, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un décret qui tient ce que souhaite le Conseil d'État, ce que souhaite l'Union européenne, met en avant la science, la connaissance, la recherche et l'expérimentation, et fait en sorte aussi de ne pas que la filière s'effondre totalement. En ce qui concerne le règlement contrôle,
Le Vademecum, oui, on participe. Alors, je ne sais pas quel niveau c'est. En tout cas, moi, je n'y ai pas participé personnellement, mais les équipes y participent, bien évidemment, dans tous les travaux. De manière générale, de toute manière, il y a 3 grands pays qui participent sur des sujets là. C'est l'Espagne, le Portugal, avant l'Angleterre, mais plus maintenant, et la France. Mais je pourrais vous donner une réponse très précise sur les réunions, etc., si vous le souhaitez. En ce qui concerne le règlement de contrôle, parce que oui, c'est passe en trilogue. C'est déjà passé en trilogue. C'est déjà passé au vote. L'ambition qui est la nôtre, c'est du bon sens, du pragmatisme. C'est qu'on va vraiment être attentif à ce que dans la déclinaison, dans les obligations qui seront demandées en termes de caméras, on soit vraiment réaliste en termes de période de mise en œuvre, parce qu'on ne peut pas faire ça du jour pour le lendemain. Et donc, sur le règlement contrôle, nous, ce qu'on veut, c'est du bon sens, du pragmatisme, et partir du terrain et partir de la réalité de ces navires qui ne peuvent pas s'équiper du jour au lendemain. Et puis, en ce qui concerne la pêche illégale, merci beaucoup de mentionner aussi ce sujet, parce que c'est un sujet qui est crucial, parce que la surpêche et surtout la pêche illégale est le premier facteur de baisse de la ressources et de l'effondrement du stock d'un certain nombre de poissons. Et donc sur ça, depuis 2020 particulièrement, et Annick Girardin avait commencé le travail, et je l'en remercie également, nous avons, et le président de la République a fait de ce sujet une priorité en termes de stratégie maritime. Dans les G7 des 2 dernières années, nous avons porté le sujet. Et ça a porté ses fruits, puisque pour la première fois au G7 au Japon, il y a eu une mention spéciale sur l'enjeu de faire de la lutte contre la pêche illégale et illicite un enjeu prioritaire de tous les pays du G7. Et donc, j'organiserai à la suite de ce G7 une réunion ministérielle avec tous les ministres de ce G7 pour mettre en œuvre la décision politique de haut niveau qui a été portée par les différents chefs d'État et de gouvernement. Première chose. Deuxième élément, la France a rejoint l'Alliance internationale contre la pêche illégale. Je vous passe le titre en anglais, c'est IUU. C'est-à-dire que c'est une alliance qui permet de mettre en commun un certain nombre de moyens, des données, et qui vise à accélérer l'action collective sur le sujet. Ensuite, nous avons demandé à la Commission européenne de pleinement se saisir de ce sujet. J'en ai parlé encore lundi avec le commissaire Sinkevicius. Il faut que l'Union européenne utilise ses cartons jaunes et ses cartons rouges vis-à-vis de pays tiers qui ne respectent pas leurs obligations en matière de lutte contre la pêche illégale. Je vous donne l'exemple de Guyane, puisque j'y suis allé il y a 4 mois. 90% des tortues luttes ont été massacrées, c'est le terme de le dire, du fait de la pêche illégale, par des pays que je ne citerai pas, mais je vais citer, en tout cas par des pêcheurs illégaux brésiliens et des pêcheurs illégaux du Suriname. On a des actions de coopération, de commerce, de développement avec ces pays. Moi, ce que je demande, c'est qu'à partir du moment où il y a des activités illégales qui se déroulent sur notre territoire par ces pays tiers, il faut que l'Union européenne prenne pleinement les sanctions et joue sur d'autres leviers, aide, commerce, financement, pour faire reculer cette pêche illégale. Ça fonctionne, notamment vis-à-vis des pêcheurs illégaux brésiliens, puisqu'il y a eu des actions très fortes coups de poing de la part de la marine française pour éloigner les pêcheurs illégaux brésiliens. Et donc du Pacifique, et vous avez évoqué un certain nombre de pays, en passant par les Caraïbes et l'océan Indien, l'action de la France, elle est résolue, et nous allons mener des actions de coopération entre nos marines européennes et les marines de ces pays-là pour aussi renforcer la sécurité maritime et renforcer la souveraineté de nos eaux et surtout préserver aussi la viabilité et les ressources dans nos pays. Donc ça, à plusieurs niveaux, au niveau multilatéral, G7, au niveau européen, on demande à ce que la Commission européenne prenne ses responsabilités, et au niveau aussi national en termes de coopération, nous menons une lutte acharnée, et nous aurons au cours de la prochaine année aussi avoir un travail très fin à faire sur les clauses miroirs, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mieux identifier quels sont les produits qui viennent dans nos assiettes qui pourraient être issus de pêche illégale. Et je crois que Pierre Karleski, le député européen, a fait un premier rapport sur le sujet, et donc il faut qu'on accélère le travail en la matière, parce qu'en plus, la pêche illégale est en général faite avec des conditions sociales et d'emploi de personnes, de marins, qui sont des conditions dignes de l'esclavagisme. Donc il y a aussi un enjeu social, au-delà d'être un enjeu de sécurité et d'être un enjeu environnemental. Merci. Non, mais si c'est précis, c'est bien. En trois questions complémentaires, Marta Tsidrack, et se prépare Katia Poursopouli.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué dans vos propos liminaires le sujet des éoliennes et vous avez évoqué aussi les mesures compensatoires vis-à-vis du monde de la pêche professionnelle. Je voulais vous poser une question au sujet de la biodiversité. On sait que l'implantation d'éoliennes n'est pas neutre du tout pour la biodiversité marine. Donc, comment conjuguez-vous, quelle signification donnez-vous à ces mesures compensatoires? Comment doit-on les traduire? Il se trouve que je suis à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et le sujet des éoliennes sur le volet environnemental aussi interroge un certain nombre d'acteurs et je sais que, alors peut-être que l'acceptabilité vis-à-vis du monde de la pêche est aujourd'hui au beau fixe, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc j'aurais souhaité avoir votre avis, vos réflexions en la matière pour savoir si, j'ai envie de dire, des mesures compensatoires en monnaie sonnante et trébuchante suffisent en réalité pour faire passer un certain nombre d'inconvénients pour notre biodiversité marine. Je vous remercie. Madame Apoursopoli, Madame Girardin qui se prépare. Alors, Monsieur le Ministre, moi je vais essayer d'être brève parce que, excusez-moi d'abord, je suis arrivée quelques minutes en retard. Parce qu'on est submergé d'auditions dans tous les sens. Voilà. Moi, Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger, peut-être que vous l'avez dit d'ailleurs en début de propos ou pas, et donc c'est pour ça que je m'excuse d'être arrivée en retard et de ne pas avoir entendu les débuts de vos propos. On le sait, aujourd'hui, la filière pêche, elle subit, hein, ça a été dit par plusieurs de nos collègues, depuis plusieurs années d'abord. Hein, je ne vais pas revenir sur les contraintes administratives, sur les quotas, sur la réglementation quand même qui est très lourde, notamment sur les petits marins pêcheurs qui sont souvent dans les mêmes réglementations que les grands bateaux qui ont parfois plus de 70 marins. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faudra quand même travailler à tout ça parce que c'est quand même assez, pour eux, difficile. Alors, je l'ai dit, la filière, elle subit depuis plusieurs années, Brexit, guerre en Ukraine, Covid, avec une situation donc ils ont du mal finalement, à laquelle ils ont du mal à faire face. Et donc, le président insiste souvent sur notre souveraineté alimentaire. Hein. Et je pense pour ma part que c'est aussi important de s'assurer une souveraineté alimentaire. Mais vous avez annoncé donc cette aide au carburant, parce que c'est un gros souci quand même. Vous avez annoncé suite aux mobilisations qui ont eu lieu, évidemment quand même. Hein, il y a eu quand même des mobilisations un peu dans ce pays. Donc que l'aide serait reportée du 15 octobre au 4 décembre. Soit. C'est une bonne chose. Et puis, évidemment, nous en sommes satisfaits. Ceci dit, je pense que les pêcheurs ne peuvent pas quand même être suspendus à chaque fois. On ajoute un mois, on ajoute 15 jours, on ajoute... Non, mais ils ne peuvent pas, dans le métier qu'ils font difficile, avec les difficultés, être suspendus aux décisions du gouvernement qui décide finalement d'ajouter un mois, 2 mois, 3 mois, 15 jours, voilà. Alors, je vous pose une question, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pensez travailler à des solutions à beaucoup plus long terme ? Parce qu'il me semble que c'est important. Réfléchissez-vous notamment à une taxe flottante qui pourrait limiter la hausse des prix à la pompe. Je vous remercie. Merci, Madame Girardin. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, Monsieur le Ministre, merci d'être à nos côtés sur l'ensemble de ces sujets que vous avez abordés. Moi, je vais pas. Vous avez répondu à la plupart des sujets. Je vais revenir sur la question de l'outre-mer et la lier à la question de la recherche et des données scientifiques que nous avons à la fois sur l'outre-mer, mais avec une inquiétude également sur l'avenir d'Ifremer. Rapidement, premier sujet, on a des sorties de flotte aujourd'hui dans l'Hexagone. Toujours trop nombreuses, on va le trouver, mais elles sont là. J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on arrive à croiser ces sorties de flotte avec les besoins des territoires d'outre-mer, bien entendu, en rendant ces navires bien plus sobres et en les remettant aux normes si c'était possible. Dans un monde où on parle de développement durable, dans un monde où on parle effectivement d'économie raisonnable, de cycle raisonnable, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à porter ça au niveau européen.
on avait tellement d'urgence qu'on ne l'a jamais porté. Et moi, ça m'affole de voir des bateaux détruits. Alors qu'à côté, on cherche des financements, on nous annonce de 30 à 40 000 euros, c'est compliqué, et je crois que le problème n'est pas que là. On estime que c'est pas assez, mais en même temps, on détruit des bateaux à côté. On n'est pas dans les mêmes zones. L'Europe devrait pouvoir accepter qu'on y travaille. Je crois qu'il y a une mission particulière à faire là-dessus et quelque chose à porter pour les prochaines élections européennes, puisque les changements ne vont pas se faire immédiatement là. Ça, c'était la petite alerte sur la question des RUP et notamment des aides effectivement à l'investissement. C'est très lié à notre connaissance de ces zones maritimes et des données que nous avons, insuffisantes jusqu'à aujourd'hui, très lié aussi à nos organismes scientifiques qui n'ont pas obligatoirement les moyens de les mener, ces études. Il y a ce lien-là qu'on n'arrive pas à faire, où on se fait renvoyer d'un côté par l'Europe parce qu'on n'a pas toutes les données, et puis de l'autre côté, où Ifremer, on ne va pas dire que c'est sous l'eau, parce que c'est peut-être une partie de son métier, mais en vrai, avec des grosses inquiétudes sur ces sujets pour moi, et j'aimerais effectivement qu'on puisse travailler sur cette question d'Ifremer, et que le ministère de la Mer ait davantage de capacité à agir là aussi sur les programmes d'Ifremer et ce qu'ils peuvent mettre en place. Et puis, une dernière chose, est-ce qu'il y a un accompagnement des pêcheurs, puisque l'Europe va nous renvoyer très très vite quand on aura peut-être solutionné les différentes questions qui se posent pour l'aide à l'investissement dans les territoires ultramarins pour l'acquisition de navires. Est-ce qu'on a travaillé sur l'apurement des dettes des entreprises d'outre-mer? Parce que si on ne le fait pas, au moment quand on aura tout mis en place, on se rendra compte, comme pour les mesures Covid, comme pour toutes les autres mesures, que ces pêcheurs ne sont pas au rendez-vous de ce qu'attend l'Europe. Et on a ce partenariat-là à mettre en place avec le ministère des Outre-mer. Bien entendu, c'est très compliqué. On avait donné des missions au TPG sur chaque territoire, très clairement, nos deux ministères ensemble, Outre-mer et Mer à l'époque. Je crois qu'il n'y a plus personne qui suit. Merci. Très clair. Merci beaucoup. Alors, Madame Sidrac, je vous prie bien de voir, monsieur, de Sidrac. Sur l'enjeu de l'éolien et de la biodiversité, je pense que vous avez parfaitement posé le débat. D'abord, nous finançons un observatoire de l'éolien en mer pour justement commencer à voir quels sont les impacts, les effets, parce que la réalité, c'est que personne ne sait exactement mesurer parfaitement les impacts, parce que ça dépend vraiment des zones. Oui. Oui. Ça, c'est un impact visible, mais je veux dire sur la biodiversité. Parce que la biodiversité, parfois, il peut y avoir des effets récifs, parfois il peut y avoir des effets de report. Bref, donc on va déjà financer la connaissance, la recherche, la science, pour être en capacité. Et moi, je le dis, puisque je viens d'un territoire où il y a eu un parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc, où il y a de nombreux pêcheurs à la coquille, et qui sont très soucieux de la préservation de cette ressource-là. Et donc, il faut qu'on soit très précautionneux. Moi, dès le début de l'année dernière, on a fait en sorte que, notamment, Oléron ne se situe pas dans un parc naturel marin, pas dans le cœur du parc naturel marin. Parce qu'en effet, même si on a une ambition de souveraineté énergétique, il faut faire très attention à la question de la préservation de la biodiversité, parce que sinon, ce serait défaire d'un côté ce qu'on essaie de faire d'un autre. Mais en même temps, si on n'a pas une souveraineté énergétique, si on n'accélère pas sur les énergies renouvelables, la hausse de la température va avoir un impact sur la biodiversité. Donc il faut faire les deux en même temps et avec ce qu'on appelle le triptyque, éviter, c'est ce qu'on a fait au parc d'Oléron, on ne l'a pas mis dans le parc naturel marin, réduire, quand on peut réduire les impacts au maximum. Et comme quand vous construisez une autoroute, comme quand vous construisez une maison, comme quand vous construisez un hôpital, il y aura toujours des impacts quand on fait ce type d'activité. Donc c'est réduire. Et puis compenser quand ce n'est pas possible, c'est-à-dire soit reconstituer, soit renaturer. Bref, il y a tout un tas de compensations qui sont possibles dans le cadre de cette mise en œuvre des éoliennes en mer. Donc éviter, réduire, compenser, c'est au fond la stratégie qui doit nous guider, qui guide aussi ce que l'on fait sur des infrastructures à terre. Ensuite, moi je crois que l'enjeu qui est vraiment devant nous, c'est d'arriver à bien objectiver. Et c'est là où on a besoin de cet observatoire, c'est là où on va travailler notamment avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur un programme qui s'appelle Migratlan, pour aussi réfléchir au couloir de migration des oiseaux. Et donc une fois qu'on aura tout ça, je crois qu'on sera en capacité d'avoir des éléments de constance, ou en tout cas qui se retrouvent un peu partout, et puis d'autres, des éléments plus précis qui nous permettront de précisément mettre les parcs
pour éviter, réduire et compenser. Mais c'est évident que, comme dans toute activité, il pourrait y avoir des impacts sur la biodiversité, mais l'enjeu de la souveraineté énergétique et du développement des énergies renouvelables est aussi un enjeu qui est important et prioritaire. Ensuite, Madame Apourceau-Poly, en ce qui concerne les aides carburants, enfin, vous avez parfaitement raison, enfin, vous le dites mieux que moi. Les pêcheurs ne peuvent pas être suspendus tous les 4 mois à la question des aides carburants. C'est la raison pour laquelle, à la fois, ça c'est du plus long terme, il faut avoir une transition énergétique de la flotte pour ne pas dépendre du carburant et donc de réduire notre dépendance à quelque chose que nous ne produisons pas. Et donc, on sera toujours dépendant de la volatilité des marchés, de la décision de M. Poutine, de Mohamed Ben Salman. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, ça, c'est l'enjeu de la transition énergétique, la réduction aux énergies fossiles. Et le deuxième, c'est d'avoir au sein de la filière aussi des mécanismes qui permettent de se couvrir sur le carburant. C'est-à-dire que vous dites, dans 6 mois, j'achèterai le carburant à tel prix, parce que ça participe à 80%, voire 70% de mon coût de production. Donc on ne peut pas être simplement dépendant du marché du carburant la semaine d'après ou 2 semaines après. C'est pour ça qu'il faut ces mécanismes de solidarité, que ce soit avec l'engagement de volontaire de Total ou avec des répercussions du coût du carburant à un moment donné sur les maillons de la chaîne. Bref, faire en sorte qu'on internalise cette contrainte du carburant au sein de la filière. Parce que je partage complètement. On ne peut pas simplement être dépendant de ce que va décider la Commission européenne sur l'aide carburant. Et je terminerai sur la question de la taxe flottante. Il n'y a pas de taxe sur le carburant maritime. Donc l'enjeu n'est pas là. Il n'y a pas de taxe. Madame Girardin, Madame la Ministre, moi je partage complètement sur la sortie de flotte et le fait de pouvoir avoir ces navires qui soient réutilisés ailleurs. Bon, on n'a pas réussi à le faire. Moi, quand je suis arrivé aussi, c'était trop tard parce qu'il fallait décaisser les financements. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur le sujet. Alors moi, mon espoir, c'est qu'il n'y ait plus de sortie de flotte massive, mais il faut toujours se préparer et donc anticiper. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des dispositifs qui évitent de se retrouver avec des navires qui peuvent fonctionner avec des réparations qui partent totalement à la casse. En ce qui concerne au fond l'enjeu de la connaissance de la science dans les RUP, vous avez parfaitement raison. Et donc on est en train de vraiment de travailler, de retravailler le contrat d'objectifs et de performance de l'Ifremer pour faire en sorte que, certes, c'est bien évidemment la science, mais c'est aussi un appui technique, l'Ifremer. Un appui technique, notamment à la modernisation, à la décarbonation, à la transformation, aux évolutions des techniques de pêche. Et donc, moi, ce que j'ai demandé à M. Houllier, c'est de retravailler, alors, bien évidemment à la demande de la Première ministre, ce COP pour que l'aspect aide à la pêche, l'aspect appui technique, aide à la décision soit beaucoup plus important parce qu'il faut qu'on ait cet outil qui est précieux pour mieux déterminer les stocks, la connaissance. Vous savez que ce n'est pas un sujet facile, mais en tout cas on ira jusqu'au bout sur ce sujet. Et en ce qui concerne l'apurement, vous avez là aussi raison. On l'a fait dans le cadre du plan chlordécone et ça fonctionne et on voit qu'on a progressivement des régularisations par les pêcheurs ultramarins et donc je crois qu'il faut le faire avec bon sens, pragmatisme et en prenant le temps nécessaire pour ne déstabiliser personne. Je vous remercie. Voilà. Bon, écoutez, nous allons nous retrouver je pense que nos collègues ont quitté la séance au fur et à mesure pour monter. Voilà. Merci. Puis bon, à la prochaine, puisque c'est un rendez-vous habituel. Voilà. Bon.